Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir pour ce week-end. Au sommaire de votre journal ce soir, la conférence de presse de rentrée du gouvernement, l'aspect sanitaire notamment et la relance économique. Nous serons dans un instant en duplex du ministère d'État avec Sandrine Nègre pour faire un point complet sur les annonces du jour. Vendredi, veille de match, et pas n'importe lequel, le grand classique demain du championnat de France de football, Monaco-Marseille. Il a évolué dans les deux clubs. Franck Sauzet sera avec nous dans un instant pour évoquer ce joli choc de fin d'été, où vous êtes nombreux d'ailleurs en cette saison à profiter de conditions exceptionnelles, notamment pour la navigation. Aussi, nous nous rendrons devant le Yacht Club de Monaco pour monter à bord de ces voiliers d'exception qui participent à la Classic Week, où l'art de vivre, l'art de la table également reste essentiel. Sans oublier de feuilleter ensemble l'agenda de votre week-end en principauté. 20 ans après, l'émotion est toujours là, les souvenirs aussi. Isabelle Picot, ambassadrice de Monaco auprès des Nations Unies, nous rejoindra en duplex à la fin de ce journal de New York, où elle reviendra avec nous sur cette matinée du 11 septembre 2001, qu'elle a vécue de l'intérieur. Les premières images, l'horreur, les premières heures également, puis l'émotion, la crainte et ces lendemains qui ne seront plus jamais comme avant. Et ce, à quelques heures bien sûr des premières commémorations sur place. Mais sans plus tarder, direction le ministère d'État, nous attend Sandrine Nègre pour revenir sur les principales annonces du gouvernement en cette conférence de rentrée, avec déjà un point sur la situation sanitaire. Sandrine, situation actuelle avec une bonne nouvelle, le taux d'incidence qui continue de baisser. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, ce taux d'incidence est de 117 à ce jour contre 287 au mois de juillet lors de la flambée de l'épidémie. Mais nous le savons bien évidemment, cela ne signifie pas que la crise sanitaire est derrière nous, bien au contraire. Un terme a d'ailleurs été utilisé à plusieurs reprises, celui de vigilance. Et pour faire face à ce virus et à tous ces variants, voici les mesures et le dispositif qui se poursuivent. Port du masque en intérieur et en extérieur, plutôt bien respecté d'ailleurs, comme en attestent les contrôles de la sûreté publique, recours au pass sanitaire. En principauté, quelques chiffres maintenant, 26 135 personnes ont été vaccinées en primo-injection, 74,6% du personnel de santé a été vacciné. Concernant la troisième dose dont il est beaucoup question actuellement, sachez que sur le sol monégasque, elle est à ce jour réalisée auprès des personnes dont le système immunitaire est particulièrement affaibli et sur recommandation d'un spécialiste. Écoutons à présent le ministre d'État Pierre Dartout que nous avons pu interroger à l'issue de cette conférence de presse. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un certain nombre de choses, de propos, d'écrits qui sont véhiculés autour des manifestations, pas forcément par tous les manifestants, qui ne sont pas exacts. La première chose, c'est qu'il n'est pas question d'étendre au-delà des professions de santé l'obligation de vaccination dans la loi. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas question non plus d'étendre la vaccination aux moins de 12 ans et notamment aux bébés. Parce que j'ai lu qu'on voulait rendre la vaccination obligatoire pour les bébés. C'est inexact. Enfin, il y a un point qui a été soulevé qui est propre aux structures hospitalières et notamment au CHPG. On dit on manifeste pour avoir les avantages donnés par ce que l'on appelle le Ségur, c'est-à-dire les avantages salariaux, on manifeste pour qu'ils soient rétroactifs à compter du 1er janvier. Cette décision a déjà été prise en juin et donc ce n'est pas normal que l'on manifeste pour quelque chose qui est déjà décidé. L'actualité des jours à venir va également être marquée par le projet de loi qui sera étudié mardi en face au Conseil national. Sur quoi repose, en piqûre de rappel concrètement, ce projet ? Ce projet a été travaillé d'abord par le gouvernement. Il a été travaillé par le Conseil national qui a amendé le projet de loi. Les amendements qui nous ont été communiqués par le Conseil national, nous considérons qu'ils sont tout à fait acceptables. Nous avons eu un dialogue très riche avec le Conseil national et maintenant nous attendons le vote par le Conseil national qui interviendra mardi. Voilà pour ces précisions apportées par Pierre Dartout. Et en cette rentrée, Sandrine, volet économique également à l'honneur.
Oui, Jean Castellini, le ministre des Finances et de l'Économie, a évoqué la fréquentation hôtelière, la fréquentation touristique aussi pour cet été 2021. Des fréquentations qui sont plutôt bonnes. Le message est donc positif. Il se poursuit en cette Monaco Classic Week et bientôt avec le Monaco Yacht Show. Plus de 60% de taux d'occupation dans les hôtels sont attendus. Pour les commerces, une nouvelle donne en cet été 2021, une forte clientèle du Moyen-Orient et beaucoup d'Allemands, ainsi que vous l'imaginez, beaucoup de Français. Concernant les aides à présent, sachez que la CAIR s'est réunie fin août et voici le dispositif qui a été établi. Poursuite du soutien auprès des entreprises qui le nécessitent. Bien évidemment, si elles sont éligibles, elles devront faire part de leur volonté d'être soutenues. Concernant le CTTR, évolution également dans ce même sens, il se poursuivra jusqu'à la fin du mois de décembre auprès des entités qui le nécessitent réellement. Enfin Sandrine, d'autres annonces ont également rythmé cette conférence de presse. Oui, des informations, Christophe, qui concernent tout particulièrement le département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Et des informations qui vont, vous allez l'entendre, prouver que la transition énergétique n'entend pas être freinée par cette crise sanitaire. Monaco organise du 16 au 22 septembre, la semaine européenne de la mobilité à travers différents temps forts, parmi lesquels le 17 septembre, covoiturage Klaxit, le 19 septembre, la gratuité des bus et le 22 septembre, Monaco On. Les bornes de recharge électrique seront tout particulièrement à l'honneur. Christophe, nous y reviendrons bien évidemment. Merci Sandrine. Dans le reste de l'actualité, beaucoup de sport. On va y revenir et tout d'abord, cette visite ministérielle sur fond de Méditerranée. Yannick Belliver, bonsoir. Annick Girardin, la ministre de la Mer en France, était en visite aujourd'hui à Monaco, reçue comme il se doit tout d'abord par l'ambassadeur de France à Monaco. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Reçue par Laurent Stefanini et le prince Albert II, la ministre de la Mer est en voyage sur le Rocher pour aborder la coopération franco-monégasque sur les sujets maritimes. Parmi ces étapes de la journée, le siège de l'Organisation hydrographique internationale pour parler sécurité de navigation. Direction ensuite le musée océanographique avant de s'entretenir avec les autorités monégasques, celles qui œuvrent en faveur des océans et des mers. Annick Girardin qui sera notre grand témoin demain soir sur Monaco Info à 19 h. Et avant de retrouver notre premier invité ce soir, Franck Sauzet, juste avant Monaco-Marseille. Yannick, on parle d'exposition Expo avec My Heart Goes Boom qui met à l'honneur le collectif au sein de l'entrepôt. Depuis le début de l'exposition My Heart Goes Boom, chaque semaine était consacrée à un artiste. Changement de programme pour les 6 prochains jours avec pas moins de 20 créateurs mis à l'honneur en même temps. C'est une initiative de Joris Brantuas et Dave Van Dorst, les créateurs de l'exposition au sein de la galerie L'Entrepôt. Du 9 au 15 septembre, vous pourrez donc découvrir les univers très différents de tous ces artistes avant de revenir au format classique. La semaine suivante, du 16 au 22, ce sera au tour de la Française Virginie Soubérou d'être exposée. Autre exposition avec cette fois nos amis les plus fidèles. Ce week-end se déroule l'exposition canine internationale de Monaco. Samedi et dimanche à l'espace Fontvieille, vous pourrez apprécier les plus beaux lévriers du monde, la race mise en avant pour l'occasion par la Fédération Cynologique Internationale. Qu'ils soient afghans, irlandais ou whippets, ils seront tous jugés par un jury international selon leur catégorie. Enfin, le prince souverain viendra en clôture remettre les grands prix d'honneur. Veille de match, et je vous le disais, pas n'importe quel match. Oui, un fameux classique dans le championnat de France de football en Ligue 1. C'est Monaco face à Marseille ce samedi soir. Excitant, ô combien passionnant ce rendez-vous. Pour en parler avec nous, ce soir, il a joué et à Monaco et à Marseille. Champion d'Europe, évidemment avec l'OM. À jamais les premiers, voici Franck Sauzet. Bonsoir à vous Franck. Bonsoir Christophe. Merci de nous retrouver parce que c'est toujours excitant, surtout quand ça va bien, entre Monaco et Marseille. Oui, exactement. Puis ce sont quand même deux grands clubs qui ont vraiment marqué l'histoire du football français. Il y a eu des titres, il y a eu des finales de Ligue des Champions aussi, mais du côté de Monaco aussi, un grand club où pas mal de joueurs sont sortis également. Donc c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très excitant. Très excitant ce rendez-vous. Deux équipes qui sont un peu cherchées en début de saison, changement d'entraîneur, évidemment notamment à Marseille. Et puis cette équipe de Monaco qui a loupé le coche en Ligue des Champions malheureusement cette saison, mais qui est là, ça y est, enfin présente au rendez-vous.
Oui, c'est bien parce que ça aurait pu vraiment leur couper les jambes. Je crois que ça s'est joué un peu, certainement peut-être un peu d'expérience aussi dans ce genre de match. On le sait, ça se joue toujours à des détails. Il se trouve que ça, bon, mais ça a été contre Monaco. Mais je suis persuadé que ce match peut et doit servir justement ensuite pour les poules de la Ligue Europa. Donc, je pensais sincèrement que Monaco a vraiment un coup à jouer encore une fois cette année. Puis ce serait bien voilà, que le club joue à fond cette compétition. Il faudrait qu'un club français la gagne, cette compétition aussi. Ce n'est pas une compétition qui compte pour du beurre. Ça permet aussi de faire jouer, de faire tourner les effectifs et progressivement aussi de devenir de plus en plus compétitif. Et pourquoi pas essayer d'aller jouer les premiers rôles, certes, mais pourquoi pas aller chercher le titre aussi. Regardez, l'année passée, PSG n'a pas été champion. Christophe, vous savez bien, c'est lui qui l'a été. Donc ça doit donner des exemples. On va revenir à ce match qui va nous animer demain soir à 21h. On sera tous au stade Louis II. Déjà, ça, c'est bien. Un vrai public dans un stade. C'est vraiment l'enseignement numéro 1 de cet été. Oui, sincèrement. Je me mettais souvent à la place des joueurs lorsque je regardais les matchs à la télé. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, quoi. C'est terrible parce qu'il y a, quand on joue, bien sûr, on est heureux, on fait ce métier, on est heureux, on est sur le terrain, mais on ne peut pas être heureux et satisfait pleinement s'il n'y a pas un échange, s'il n'y a pas une communion avec le public. C'est vrai que, demain, il va y avoir, lors du prochain match, il y aura du monde, les gens arrivent, on sait qu'à Monaco, ça se passe toujours bien. Généralement aussi, il y a beaucoup de Marseillais qui viennent aussi. Donc, il faut espérer que ce soit vraiment la fête, Christophe, entre ces deux clubs qui se respectent vraiment. Oui, ça serait bien parce que quand on parle de Marseille, on n'oublie pas qu'il y a eu Nice-Marseille il n'y a pas très longtemps. Et pour l'image du football, c'était vraiment pas beau. Ce qu'on a vu, évidemment, avec ces sanctions qui sont tombées, match à rejouer, avec des matchs de sursis. C'est un peu compliqué de pouvoir juger à chaque fois. Ils l'ont fait comme ils ont pu du côté de la Ligue de football et de la commission de discipline. Mais on n'a pas envie de revoir ces images-là avec un public peut-être trop excité de venir au stade quelque part. Mais certainement qu'il y a eu effectivement un sentiment d'excitation sur le fait d'avoir été privé de match depuis tellement longtemps. Mais Christophe, ça aussi, les instances doivent prévoir ce genre de choses. On doit prévoir, anticiper. L'anticipation, elle ne se fait pas que sur le terrain, je veux dire sur le carré vert entre les joueurs. Les instances doivent justement prévoir ça. Beaucoup de similitudes entre ces deux clubs, en tout cas, que vous avez connus. Vous avez été champion de France, champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille, vous avez gagné Coupe de France avec Monaco. Je ne vais pas vous demander une comparaison entre les deux clubs. Plutôt, que retenez-vous de Monaco? Tiens, ça c'est intéressant, Franck Sauzet. Que des bonnes choses. D'abord, vous l'avez souligné, Christophe, c'était en 91, donc nous avons gagné la Coupe de France avec un but de Gérald Passy, mais ça je sais que vous vous en souvenez, face à l'Olympique de Marseille. Donc c'était aussi une finale un peu rêvée, quelque part, c'était une revanche aussi, et là j'étais du côté de l'OM avec cette finale, on peut le dire quand même, d'anthologie, 7 buts marqués, 4-3, l'OM qui s'impose, et je pense que si le match avait duré encore quelques minutes de plus, on aurait pu être rejoint sur le fil. Donc il y a eu toujours sportivement vraiment une rivalité qui fait que ces clubs ont grandi aussi ensemble. Mais cette année-là, en 91, a été une très très belle année, puisque nous sommes aussi le dauphin de l'OM, donc ça s'était joué vraiment à très très peu, mais personnellement j'en garde un souvenir merveilleux. Et demain, je ne vous demande pas un prono, juste un bon match, c'est ça, demain soir. Juste un bon match, mais je pense que ça va être très ouvert dans la mesure où Marseille joue aussi à l'extérieur comme à domicile. On va voir aussi un peu les compositions tactiques de l'OM, parce que c'est pas évident pour l'instant de trouver un équilibre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, toutes les équipes qui vont rencontrer l'OM, ça va être des bons matchs parce que l'OM est ouvert, se projette rapidement, veut marquer des buts. Et tant mieux quelque part. Tant mieux, on veut voir des buts, on veut voir de la qualité, du plaisir, et que les gens reprennent du plaisir, puisque vous l'avez souligné, là ce sera en direct avec du public. Bonne fin de soirée, Franck Sauzet, merci d'avoir été avec nous sur Monaco Info ce soir. Merci à vous, à très vite. Le foot, nouvelle génération, le football d'avenir pour certains. Yannick, on connaît maintenant le visage de l'AS Monaco e-sport pour la e-Ligue 1. C'est un des plus gros transferts de l'été concernant l'e-sport. Mino, l'un des meilleurs joueurs du monde sur le jeu vidéo FIFA, vient de signer avec l'AS Monaco eSports. Membre de l'équipe de France, il intègre donc le roster de cette saison 2021-2022 de e-Ligue 1. Et on l'a appris aujourd'hui, le champion 2020 retrouvera à ses côtés celui qu'il avait battu en finale la même année, Reizia. C'est un retour aux sources pour l'ancien joueur du LOSC qui avait porté les couleurs monégasques entre 2017 et 2018.
Et puis Monaco brille aussi sur le très populaire Fortnite. Tout à fait, premier titre européen également pour l'AS Monaco Gambit sur Fortnite. C'est le joueur russe Touze qui, avec ses coéquipiers, a ramené un succès de prestige lors des Fortnite Champions Series Finals. Le basket et Monaco toujours en phase de préparation. Après sa dernière sortie victorieuse en Grèce, direction la Turquie où la Roca Team vient tout juste d'arriver. Les Monégasques prêts à en découdre et à entrer dans la nouvelle phase de préparation. L'intensité va monter d'un niveau encore dans cette Istanbul Cup, un tournoi à 4 équipes dans lequel la Roca Team va débuter par un match face aux Serbes du Partizan Belgrade ce samedi à 16 h. En cas de victoire, le match pour le titre se jouera dimanche à 19 h contre le vainqueur du match, Fenerbahçe Unix Kazan. Les meilleurs jeunes joueurs de tennis européens prêts à en découdre sur la terre battue du Monte Carlo Country Club. Le Tennis Europe Junior Masters Monte Carlo se déroulera du 13 au 15 octobre prochain sur le célèbre site du Monte Carlo Country Club. Les 8 meilleurs joueurs et joueuses des catégories moins de 14 et moins de 16 ans s'affronteront sur la terre battue monégasque. Un tournoi prestigieux qui a vu des anciens vainqueurs devenir des très grands joueurs comme Rafael Nadal, Alexander Zverev ou encore Belinda Bencic. Sport passion cette fois. La Monaco Classic Week passe seulement sur les flots mais aussi au fourneau. Frédéric Hélion, fin gourmet s'il en est, a donc choisi de passer par les cuisines des vieux gréments. Reportage. Sur un bateau, un yacht ou un voilier, il y a le capitaine bien sûr, le personnel de bord avec les hôtesses et stewards, mais aussi un métier essentiel, le chef cuisinier. Dans le cadre de la Monaco Classic Week, une épreuve originale leur est dédiée, le concours des chefs. Le thème de cette année, mer et montagne, chaque candidat se voit remettre un panier rempli de provisions dès 9 h du matin. Questo concorso è interessante, molto bello, organizzato molto bene, ci hanno dato un cestino di materie prime molto belle, c'è tante frutte, verdure, carne, pesce, c'è un sacco di cose con quali dobbiamo creare 2 piatti, che sarà molto difficile perché ogni ingrediente ha suo perché da sé. Vediamo, quest'anno è così. Les chefs devront cuisiner à bord en mer et ce seulement avec les ingrédients donnés dans le panier. Les plats devront être prêts pour 17 h et présentés au Yacht Club à un jury de renom. Amazing jury. We have a 3 Michelin star, Mauro Colareco. For us, it's an intense moment, but I hope everything will be okay. For me, it's an incredible honor. In fact, we come back from a really strong season and really successful season because it was our first one. So we are super happy. And now here is like the dessert for us. So I'm really happy. I'm super anxiety to do it. Après dégustation des plats, le jury a rendu son verdict. Ce concours des chefs 2021 de la Monaco Classic Week est remporté par Thibaut Barbafieri, le chef d'Eileen 1938. 11 septembre 2001, 11 septembre 2021. 20 ans après, tout le monde se souvient d'où il était ce jour-là. Avec nous, invité ce soir sur Monaco Info, Isabelle Picot, qui est avec nous, son Excellence, ambassadrice représentante permanente de Monaco auprès des Nations Unies. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Je vous demande à vous, évidemment, tout de suite, où étiez-vous ce jour-là, ce matin-là pour vous aux États-Unis? Ce matin-là, je me rendais à la mission et je me rappelle avoir dit à mon mari, j'étais à un bloc du bureau, oh là là, c'est bizarre, cet avion vole très bas. Le temps d'arriver dans les locaux, le premier avion avait percuté la première tour et ensuite nous avons vu le second rentrer dans la seconde tour en direct à la télévision. Ensuite, ça a été l'horreur. Nous avons vu aussi le Pentagone touché. Et je me souviens d'un ciel bleu limpide d'une fin d'été à New York. C'était un mardi matin, donc. Ensuite, c'est le silence qui s'est abattu sur la ville. Tous les accès à Manhattan ont été bloqués. Et de voir le trafic à l'arrêt et les gens qui sortaient des voitures, qui traînaient leurs valises. Et le silence était uniquement rompu par les sirènes des véhicules de secours. Les communications téléphoniques ont toutes été rompues. Ça, c'était la première journée. L'incompréhension, l'horreur, des collègues qui sont allés se mettre en queue pour le don de sang.
jusqu'à ce qu'on réalise qu'il n'y aurait pas de survivants. Et ensuite, le jour d'après, lorsque le vent a tourné, ça a été l'odeur. L'odeur. Et ça a été terrible. Une fois que les tours se sont effondrées relativement rapidement. On rappelle, près de 3000 morts, 2977, des corps qui ne sont toujours pas identifiés, près d'un millier, plus de 6000 blessés. Vous avez dit ce silence, les premières heures, l'odeur, et puis cette découverte finalement que plus rien ne serait jamais comme avant. Non, plus rien ne serait jamais comme avant. Je me rappelle le maire de New York, qui était Rudy Giuliani à l'époque, qui est venu quelques semaines plus tard s'adresser à l'Assemblée générale. C'était assez agressif et désagréable. À l'époque, il y avait presque comme une suspicion, comme si les États membres de l'Assemblée générale n'avaient pas fait assez pour empêcher qu'une telle tragédie se passe. Mais bon, ça c'était un peu le malaise. En revanche, le prince Albert est venu en octobre. Je l'ai accompagné à la mairie de New York pour remettre un chèque de solidarité à la ville. Donc, alors là, ça a été horrible parce que les autorités nous ont fait monter sur le toit d'un immeuble. Et alors là, ça a été l'horreur parce que à la place des 2 tours, il n'y avait que des décombres qui continuaient à fumer. Vous savez, quand vous êtes physiquement mal, cette odeur que je croyais avoir oubliée, elle avait pénétré et c'était horrible. 20 ans après, où en sommes-nous aujourd'hui? Que constatez-vous? Est-ce que les Américains, évidemment, arrivent à survivre après ce drame? Oui, mais ce n'est pas facile de l'oublier. On a dit encore des personnes qui n'ont pas été identifiées. Est-ce que beaucoup vont, sur Ground Zero, retrouver ce mémorial? Est-ce que beaucoup vont se recueillir? Ils sont en train d'installer un cordon, donc les gens ne peuvent pas s'approcher du bord. L'espace qui était consacré autour, et maintenant, ce sont d'immenses fontaines où c'est fait exprès, on ne voit pas où va la chute d'eau. D'accord. Mais j'étais dans un restaurant qui surplombe et j'avais du mal à me dire, bon ben voilà, en fait, là, je voyais ces 2 espaces, c'est devenu un jardin public. On va avoir une cérémonie le 20 septembre, donc je pense que ce sera assez difficile. Je ne suis pas retournée pendant des années à Ground Zero après l'attentat. Aujourd'hui, on sait qu'il y a le One, comme on dit là-bas, et cette tour qui est un symbole de résistance, de liberté, encore et toujours à l'image de l'Amérique. Oui, alors c'est très beau parce qu'il y a ce jardin public et puis la Freedom Tower qui domine. Bon, c'est vrai que c'est très émouvant. 20 ans après, est-ce qu'on a toujours peur quand on est américain? Je crois qu'il faut vivre et ne pas se laisser assaillir par la peur, parce que ça, ce serait le plus beau cadeau que nous ferions aux terroristes. En revanche, je n'ai aucun doute sur le fait que ce qui se passe met en danger la sécurité internationale et en particulier de nos pays, mais aussi de nos intérêts occidentaux à l'étranger. Donc la vigilance et la solidarité et la justice et l'esprit de solidarité et de compréhension. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci. La météo de ces prochaines heures, de ce début de week-end, avec vous Yannick. Les températures augmenteront demain à Monaco grâce notamment au départ des nuages pour laisser un ciel clair et très ensoleillé. Il fera 21 au lever du jour et 28 degrés en plein cœur de l'après-midi. La mer est très agréable également avec 24 degrés relevés. Le soleil se lèvera à 7h03 pour se coucher à 19h51. En ce samedi 11 septembre, les Théodora et les Dorian seront à l'honneur. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour. Reportage photo signé Stéphane Dana, au plus près de cette incomparable flotte de légendes réunie à l'occasion de la Monaco Classic Week. Bon vent, on se retrouve demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous sur Monaco Info.